Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre des Hommes. Ce lundi, ça y est, ça recommence, c'est la COP. La COP 30, cette fois-ci, elle aura lieu à Belém, au Brésil. Et évidemment, comme chaque année, on va prendre le temps de décrypter un petit peu avec vous ce qui fait le cœur de cette actualité climatique. Et surtout, on va se poser une question. À l'occasion de la COP, on voit beaucoup d'activistes, beaucoup de défenseurs du climat, évidemment, s'activer, militer sur les réseaux sociaux, monter des actions pour essayer de mobiliser l'opinion. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait bouger les choses? Est-ce qu'en dernière instance, quand on est des représentants du gouvernement, des gouvernements des pays du monde entier, assemblés autour d'une table des négociations pour le climat, est-ce que ce sont vraiment les activistes qui ont l'influence sur les décisions, ou est-ce que le climat, l'environnement, ça se décide autrement? On en parle tout de suite dans Terre des Hommes. Et regardez ce beau plateau qu'on accueille ce soir au Figaro pour parler de ces enjeux autour de la COP 30. Bonsoir François de Rugy. Bonsoir. Vous êtes évidemment ancien ministre de la Transition écologique, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous avez quitté la vie politique, mais pour autant vous êtes toujours très présent dans le débat public et on vous lit régulièrement. Vous avez publié plusieurs livres. Alors cette année, un livre qui s'appelle « Comment est-ce que la technologie peut sauver la planète ?» C'est paru au mois de mars. Et puis on se souvient, c'est un peu d'actualité dans notre débat, par exemple du livre que vous avez publié en 2015, au moment de quitter le parti Europe Écologie Les Verts. Ça s'appelait « Écologie au gauchisme, il faut choisir ». Voilà, présentation sommaire. Qu'est-ce que vous faites maintenant, François de Rugy ? Alors, j'ai en effet pris du recul vis-à-vis de la vie politique nationale. J'ai toujours un mandat à l'échelle régionale, mais je développais depuis 3 ans des activités privées, en l'occurrence d'accompagnement des entreprises privées dans la recherche d'investisseurs privés pour la transition écologique. Et donc, toujours autour de l'écologie, mais cette fois-ci côté entreprise privée. Ça, c'est pour vos activités professionnelles. On voit sur YouTube aussi, de plus en plus. Oui, j'ai aussi créé une chaîne YouTube au début de l'année avec un ami journaliste, Laurent Lesage, qui s'appelle « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» C'est un peu provocateur, mais c'est pour montrer que ça se passe aussi, et peut-être surtout dans l'économie, dans les entreprises, si on veut relever les défis écologiques. Voilà, c'est la raison pour laquelle on vous invite, c'est cette expérience à la fois au gouvernement et puis aussi évidemment comme défenseur de l'environnement depuis une trentaine d'années. Vous avez un regard, on va le voir, qui peut-être ne sera pas exactement le même que celui de notre autre invité. Bonsoir Nathalie Wallenhorst. Bonsoir. Alors vous êtes chercheur en sciences de l'environnement, vous êtes aussi doyen de la faculté d'éducation à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et puis vous aussi, vous avez pris la plume puisque vous publiez dernièrement ce livre, 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. Alors c'est un livre, déjà la couverture est effrayante, c'est une photo qui, me semble-t-il, montre les incendies qui ont ravagé les forêts européennes au cours des derniers étés. Est-ce que ce livre, tout simplement, c'est pour faire peur ? Alors moi, ce n'est pas mon intention de faire peur, c'est simplement d'essayer d'avoir les yeux en face des trous. Qu'est-ce qui est devant nous si nous restons sur la même trajectoire climatique? Et pour ça, pour écrire ce livre, donc c'est un livre descriptif qui raconte ce que j'ai dans ma tête lorsque je travaille, ce que je vois dans ma tête lorsque je travaille à la rédaction d'articles scientifiques et lorsque je lis des articles scientifiques. Pour voir ce qui est devant nous, une méthode toute simple qui repose sur 4 piliers. Le premier pilier, comprendre la Terre et la logique fondamentale de la Terre qui est organisée autour de logiques non linéaires, non proportionnelles. C'est un tout petit peu technique, mais c'est le réel de la physique. Et peut-être on en dira un tout petit mot, mais voilà pour comprendre cette dynamique-là. Deuxième pilier, une base de données de milliers d'articles compilés toutes ces dernières années. Troisième pilier, c'est peut-être le plus important, partir de nos vies, partir de la vie des gens, et non pas partir de la grande barrière de corail, etc. Mais qu'est-ce que ça va faire à nos vies? Et dernier pilier, rendre tout ça compréhensible, mais surtout sensible, pour qu'on ressente à un moment donné ce qui est en train d'advenir. Voilà, c'est une description sur la base de travaux, les vôtres, ceux d'autres chercheurs, qui nous montrent effectivement non pas le destin de la forêt amazonienne, ou vous le dites, de la grande barrière de corail, ce n'est pas des paysages lointains, ça va se passer chez nous dans 25 ans. Si on dans l'Europe occidentale. Alors, 2049 n'est pas qu'une date, c'est une image du monde à venir si nous restons sur la même trajectoire climatique. Mais 2049 signifie que, oui, on peut toucher cette déflagration des sociétés humaines si nous restons sur la même trajectoire à hauteur d'existence humaine. Et ce qui est particulièrement dur à comprendre et à ressentir, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons rien vu des transformations du climat et de leurs incidences sur nos sociétés, parce que tout ce que nous avons vu, c'est des conséquences linéaire, proportionnelle à ce qui est en train d'advenir. Et la composante non linéaire, c'est-à-dire le franchissement de point de bascule, ça, on ne l'a pas encore expérimenté.
Voilà, un chercheur, un homme politique de profils différents, et on va commenter ensemble et s'interroger sur le rôle d'un troisième profil d'acteur qu'on entend beaucoup, et peut-être même de plus en plus quand on parle de climat, d'environnement, ce sont les activistes. Alors peut-être à chaud, une première image évidemment bien connue, elle est choisie à dessein, peut-être même un peu caricaturale. Vous voyez, ça se passe au Louvre, ça se passe dans d'autres musées un peu partout en Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir des activistes qui commettent par exemple des jets de peinture sur des œuvres d'art bien connues pour attirer l'attention sur les sujets du climat? On voit ici au musée du Louvre devant la Joconde. Est-ce que, Nathanaël Wallenhorst, pour vous c'est une autre manière que d'écrire un livre comme vous le faites, d'attirer l'attention sur des sujets importants pour nos existences dans 20 ou dans 25 ans? Alors il y a différents modes d'expression. De fait, c'est pas mon mode d'expression. Ça ne m'avait pas échappé. Oui, de fait. Donc moi, je suis chercheur. Et bien évidemment, il y a une dimension de provocation. Je ne peux pas rentrer dans toute la compréhension et l'intelligibilité de ce type de gestes d'art. Alors, un point important, c'est la peinture est projetée sur la vitre de protection et non pas sur l'œuvre. Voilà. Bon, alors, ok. Devant la Joconde, il y a un point important, puisque c'est la question de la COP. Quand on regarde ce qui s'est passé lors de la COP 27, qui a eu lieu à Dubaï, financée, organisée par toute la puissance pétrolière, et où la conclusion de la COP27, c'est portée par les différentes personnes, et notamment à un moment donné une mise en scène particulièrement spectaculaire du président de l'OPEP, c'est si nous sortons du pétrole, alors des points de bascule sociaux seront franchis, et ce sera un désastre irréversible au niveau sociétal. Et donc là, il y a une reprise de toute le champ lexical scientifique pour, à un moment donné, dire mais on a la solution, c'est le pétrole. Et donc moi, ce que je vois, c'est que la puissance vraiment influente qui altère les COP, c'est les lobbies, mais les lobbies pétroliers. Et qui justifie l'indignation. Pour l'instant, dans toute ma carrière, j'ai été régulièrement contacté par des activistes qui disaient mais en fait, on a lu vos travaux, on veut pouvoir faire des choses avec vous, etc. Jamais je n'ai été contacté par un pétrolier qui me dit mais merci de nous mettre en prise avec les faits parce que nous voulons penser une action à la hauteur des enjeux et nous avons pour ça besoin des chercheurs. Non. En revanche, les activistes, de fait, s'appuient sur les chercheurs avec un mode d'expression qui peut faire réagir. Ça, je peux tout à fait l'entendre. François de Rugy, alerter l'opinion à tout prix, quels que soient les moyens? Non, moi je crois que ces modes d'action sont contre-productifs. Moi je pense qu'il faut le dire parce qu'à un moment donné, si on dit que tout est valable, que tout se vaut, eh bien on ne mesure pas les dégâts que cela fait dans nos sociétés. Parce qu'on pourrait dire la France... Mais si on prend un tout petit peu plus de recul et qu'on regarde ce qui se passe en France, en Europe, aux États-Unis, dans des sociétés très différentes, on constate aujourd'hui à peu près partout le même phénomène, une sorte de reflux. J'espère que ce n'est pas un recul, mais le reflux autour de l'écologie, le reflux autour de l'enjeu du climat. Ça intéresse moins les gens ? Je ne pense pas que ça intéresse moins les gens, parce que je crois que ce qui vient d'être dit, y compris ces travaux un peu de prospective, ça, je crois que ça touche les gens. Je crois que ça, les gens en ont d'ailleurs peu ou prou conscience aujourd'hui, parce qu'il y a déjà eu des canicules, parce qu'il y a déjà eu des phénomènes climatiques dont on voit qu'ils sont à la fois plus forts qu'autrefois et plus fréquents. Parce que ce n'est pas des phénomènes climatiques qui n'existaient pas. Les ouragans existaient déjà, les pluies cévenoles existaient déjà, mais on voit qu'elles sont ces phénomènes plus forts, plus fréquents. Ça, les gens en ont conscience. Mais en face de ça, ils entendent un discours qui est à la fois un discours très catastrophiste, très alarmiste, de gens qui, pour certains d'entre eux, on parlait du fait que j'ai quitté Europe Écologie Les Verts. Moi, j'ai vu le discours écologique, de l'écologie politique évoluer sur plus de 30 ans. Vous avez vu la bascule ? Oui, puis surtout, on voit que depuis, alors je ne saurais pas dire, 20, 25 ans, on annonce la catastrophe tous les matins pour dans 1 an, pour dans 2 ans, pour dans 3 ans. Et comme elle ne se produit pas, et heureusement, de cette façon-là, je crois qu'il y a un certain nombre de gens, déjà, qui n'y croient plus. Premier problème. Deuxième problème, qu'est-ce que ça apporte à la sensibilisation ? D'abord au problème, mais ensuite à l'action d'aller jeter de la soupe sur une œuvre d'art. Rien. Ça ne peut créer que du rejet. Il faut quand même être conscient de ça. Qu'est-ce qu'apportent les soulèvements de la Terre, qui ont été défendus par les écologistes politiques, qui ont même été défendus par une scientifique comme Valérie Masson-Delmotte, qui ont été défendus par une grande partie de la presse, qui ont même in fine été indirectement défendus par le Conseil d'État. Qu'est-ce que les soulèvements de la Terre apportent lorsqu'ils saccagent
par exemple, il y a peut-être expérimentales. une rationalité propre, je ne cherche pas évidemment à m'en faire les défenseurs, mais une rationalité propre de l'action violente, ou en tout cas de l'action hors la loi, c'est qu'à la fin, si vous poussez effectivement la contestation jusqu'à un certain seuil, vous obtenez des victoires. Vous êtes nantais, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné par le gouvernement, après justement des années de contestation, parfois violentes. Non, mais qu'il y ait des actions de terrain fortes, même des bagarres de terrain au sens propre et au sens figuré, ça a toujours existé d'abord. En France, il y a eu le combat antinucléaire, c'est fait en partie comme ça, etc. Et ça fait partie, en quelque sorte, dans une société démocratique, jusqu'à un certain point, parce que quand même, les violences doivent être condamnées et ne doivent pas devenir des modes d'action banalisés. Parce que là, on parle de la soupe sur une vitrine. Encore une fois, ce n'est pas toujours sur une vitrine, mais à la limite, ça ne blesse personne. Quand, en revanche, vous allez saccager des installations, ça peut avoir des conséquences. Quand vous allez à des affrontements humains, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que ça enclenche vraiment comme changement par rapport à ce que l'on sait devoir changer? C'est-à-dire que si on prend la France, par exemple, et c'est valable en Europe, on sait qu'il y a deux choses qui sont extrêmement fortes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le chauffage du logement, chauffage des bureaux, et les transports, la voiture. Est-ce que ces actions-là, elles disent à des Français, à des Européens, à des Américains qui sont intéressés par l'enjeu du climat, qui sont prêts à changer au moins dans leur tête? La question, c'est ce que les gens peuvent faire à leur échelle. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que ça va changer? Rien. Au contraire, ça va créer, encore une fois, une réaction de rejet. Et par ailleurs, cette réaction de rejet, aujourd'hui, elle est mesurable. C'est-à-dire que malheureusement, dans nos sociétés européennes, américaines, on voit que la volonté d'agir pour le climat recule. Et du coup, on le retrouve aussi, malheureusement, probablement dès aujourd'hui et demain dans des législations qui vont reculer. On va revenir sur ces débats. Avant ça, je voulais vous montrer une autre image. On a montré les projections de soupe. Évidemment, tous les militants écologistes ne défendent pas ce genre d'action. Je vais vous montrer une autre chose. On va prendre des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez bien, Nathanaël Valenor. C'est Camille Etienne, qui, à l'heure où on se parle, est en train de faire voile vers le Brésil. Et ben justement, là aussi, pour alerter l'opinion, on écoute ce qu'elle a à nous dire. L'enjeu pour moi, c'est de remettre la question climatique en haut de l'agenda. Elle a complètement disparu, à la fois du débat public et aussi des décisions politiques. Rien que ces 6 derniers mois en France, on a eu un recul de plus de 43 mesures environnementales. En France, ces 6 derniers mois. Dans la même semaine, on a appris qu'on avait passé la 7e limite planétaire sur 9 et que les 1,5 degrés qui étaient promis par l'accord de Paris, on ne pourra pas les respecter. On n'a plus de budget carbone suffisant. Donc c'est dans cette dichotomie totale qu'on se dit on n'a pas d'autre choix. S'il faut qu'on prenne un bateau pour traverser l'Atlantique avec 9 femmes, si ça peut permettre au moins d'attirer un tout petit peu d'attention sur cette question vitale et cruciale pour l'histoire de l'humanité, alors on le fera. Moi j'embarque en tant que militante féministe, justement pour offrir cette perspective féministe dans les enjeux climatiques. Il faut savoir que 80% des déplacés climatiques sont des femmes et des filles. Je pense que notre lutte, elle sera intersectionnelle ou elle ne sera pas. Et donc voilà, il faut absolument pouvoir avoir une perspective qui est moins eurocentrée, pouvoir écouter aussi les populations autochtones, justement, notamment au sommet des peuples. Il faut pouvoir écouter les activistes féministes d'ici et d'ailleurs, les activistes qui œuvrent pour la justice climatique d'ici et d'ailleurs. Donc voilà, on essaye de construire des ponts avec eux. Voilà, c'était des images qui ont été tournées donc, au départ de cette expédition qui a pour but d'alerter sur les enjeux de la COP30, expédition à la voile avec plusieurs activistes. Nathanaël Valenhorst, elle est très sympathique, Camille Etienne. Elle présente bien, elle parle clairement et dans une intervention comme ça où elle attire l'attention des gens grâce par exemple à cette expédition qui fait parler d'elle, elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle cite des chiffres du réseau Action Climat par exemple sur les reflux allégués sur des politiques de l'environnement. Et vous voyez, juste après, une autre militante à bord de la même expédition nous parle de féminisme intersectionnel. C'est quoi le rapport, a-t-on envie de penser? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas parfois, dans la façon dont les activistes cherchent à embarquer leur lutte avec eux, une forme de mélange des genres, des registres, qui peut porter à la fin atteinte à la préoccupation légitime que l'on a pour l'environnement? Alors heureusement, il y a de la pluralité, j'ai envie de dire, dans les différentes voies et dans les modalités d'expression, etc. Ce que je peux dire, c'est que jamais j'ai constaté dans des interactions avec Camille Etienne des erreurs ou des approximations dans la maîtrise des éléments scientifiques. Peut-être il y en a, mais j'en ai jamais constaté, en tout cas. Relevez-vous. Il y en a beaucoup. Ce que je réponds François de mon côté.
j'aurais besoin de faire une mini parenthèse, si vous m'y autorisez. Imaginons qu'on soit à une fête d'anniversaire. Je fais juste une petite métaphore. Une fête d'anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? On prend des ballons de baudruche, on souffle dedans, et puis on les accroche au plafond. Et puis, quand on souffle dans un ballon de baudruche, le volume augmente de façon linéaire, proportionnelle, avec l'air qu'on injecte. C'est en apparence de cette façon que fonctionne le système climatique. Un petit peu de CO2, ça réchauffe un petit peu plus de CO2, ça réchauffe un petit peu plus. Et maintenant, je reprends mon image du ballon de baudruche lors de la fête d'anniversaire, jusqu'à ce que 1 millilitre d'air en plus et le ballon explose. Il franchit un point de rupture sans retour en arrière possible. Je reprends le système climatique. Jusqu'à ce que un petit peu de méthane, de CO2, et cela franchit des points de bascule. Bien évidemment, une temporalité d'anniversaire n'est pas les temporalités du système Terre qui se comptent et qui s'organisent autrement, parfois en années, parfois en dizaines d'années, en centaines d'années, en milliers d'années, concernant la question des calottes glaciaires arctiques, par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ces activistes qui, avec leur style, avec leur manière, avec leur vocabulaire, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'attirer, et peut-être pas tous, j'en sais rien, et peu m'importe, mais certains d'entre eux, je l'ai bien identifié, d'attirer l'attention ailleurs, sur les travaux scientifiques. 2 études, par exemple, 2 articles scientifiques, un de Margot Bador qui dit en 2100, s'il arrive la vague caniculaire qu'on a connue en 2003, c'est des pics caniculaires de 55 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy, c'est-à-dire la désertification de pans entiers du territoire national, aujourd'hui dédié à la production agricole. Face à ça, on peut dire « Ah, mais ils n'en savent rien, etc. » Écoutez, moi je peux vous dire autre chose, c'est que les chercheurs de fait travaillent avec des méthodologies particulièrement précises et rigoureuses. Et pour l'instant, toutes les études prospectives ont été dépassées tant le phénomène d'emballement s'intensifie. Et puis une autre étude, d'ici 2070, c'est 3 milliards de personnes poussées en dehors de la niche de température humaine. La niche de température humaine, c'est lorsque la moyenne de la température annuelle est comprise entre 11 et 15 degrés. Que se passe-t-il entre 11 et 15 degrés? Les cultures céréalières poussent, l'élevage est possible. En dehors, c'est les conditions qui rendent la vie humaine et donc c'est la fragilisation, c'est l'explosion des sociétés humaines. Alors Nathalie, on va écouter bien sûr François de Rugy vous répondre sur ces différents points. Ce que vous dites, et évidemment je pense que la plupart de ceux, si ce n'est tous ceux qui vous écoutent, sont d'accord avec vous. Évidemment, nous n'avons pas votre culture scientifique et votre travail de chercheur qui vous permet de donner des chiffres et des scénarios précis, mais je crois que de façon extrêmement majoritaire, les Français, l'opinion publique, sont ralliés à ce constat que vous faites et à cette inquiétude que si nous ne faisons rien, le système Terre, comme vous l'appelez, va devenir invivable. La question qu'on se pose n'est pas tant sur le constat que sur la meilleure manière d'agir pour essayer de résorber les risques. Et c'est pour ça que je vous ai montré ces images, jet de peinture, dans une autre mesure et peut-être de façon moins radicale, des expéditions en bateau où on nous parle de tout un tas de choses et au milieu d'engagement climatique, on entend la question de la culture autochtone, une question probablement très importante mais qui ne paraît pas directement liée au premier abord à la question du climat, question féministe, là encore pourquoi pas, certainement une cause très noble, mais on se demande parfois quel est le lien et on a le sentiment, François de Rugy, je voudrais vous entendre là-dessus, qu'il y a parfois une volonté d'indignation qui est propre à une certaine jeunesse, à un certain nombre d'influenceurs d'ailleurs parfois très suivis, et on voit l'écho que ça peut rencontrer, mais qui a fait du climat un objet d'indignation pour réagir. Et j'aimerais, peut-être c'est une distinction qui serait intéressante, est-ce qu'au fond, réagir au sens politique, c'est vraiment s'engager? Ça peut être un premier pas, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? C'est pas pour rien qu'il y a 2 mots, réagir et agir, ça ne veut pas dire la même chose. Oui. Là, on est en réaction A. On voit bien d'ailleurs, avec cet extrait de Camille Etienne et de sa camarade de traversée de l'Atlantique, là qu'en fait, on est en effet dans le monde des influenceurs, des influenceuses, c'est-à-dire des gens qui ont un fonds de commerce, il faut bien le dire. Leur fonds de commerce à elles, c'est pour l'une l'indignation climatique, et je dis bien l'indignation, c'est-à-dire que ça n'est pas l'action. Moi, je n'ai jamais vu Camille Etienne proposer concrètement une action aux gens qui la regardent, aux gens qui la suivent. Alors Camille Etienne, on peut peut-être le souligner, a été l'avocate d'une proposition de loi qui a été par ailleurs votée et qui est en cours d'application, qui est la loi d'interdiction des PFAS, ces polluants éternels plastiques. Donc elle a fait avancer une cause justement, elle a dit beaucoup de bêtises scientifiques. Mais justement, ça, sur les PFAS. Oui, et ça n'a encore rien à voir avec le climat. Voyez, mais c'est quand même, justement, sur les PFAS, si vous regardez tout ce qu'elle a fait, elle joue énormément sur la peur. Et elle a quand même ce mot, nous on l'a décrypté dans notre chaîne YouTube avec Laurent Lesage, elle dit « nous sommes tous contaminés ». Voilà. Et on parle de ces micro-polluants plastiques qui sont extrêmement longs le syndrome des albums d'Astérix, le ciel va nous tomber sur la tête. Donc le ciel nous tombe sur la tête, et face à ça,
Qu'est-ce qu'on propose à part l'indignation? Rien. Et sinon, si quand même, tout cela, c'est de la faute des politiques qui ne font rien parce qu'ils sont à la solde des lobbies. Et ce discours-là, on pourrait considérer que c'est un discours, quand même, c'est une forme de populisme. Au-delà de cela, c'est un discours qui déresponsabilise complètement les citoyens d'agir et qui, en plus, entretient cette idée fausse, que les politiques ne font rien. Je veux dire, elle dit dans sa petite interview, il y a eu 43 reculs. Bon, on n'a évidemment pas le temps, elle-même ne prend pas le temps de les égrener. Je ne sais même pas si elle les connaît. C'est un chiffre donné par le réseau Action Climat. Oui, mais j'aimerais bien le voir parce que moi, ce que je sais, c'est que sur le climat, on peut toujours dire que le gouvernement français et les gouvernements européens n'en font pas assez. Mais d'abord, il y a des résultats. Depuis 2018, en France, les émissions de gaz à effet de serre baissent de façon continue, mais elles baissent. Si c'était comme ça dans le monde entier, ce serait bien. Or, ces activistes, au lieu de pointer les grands pollueurs dans le reste du monde, préfèrent s'acharner contre la soi-disant inaction de la France. Quand on voit un débat qui est d'actualité, il est là, en ce moment, au Parlement européen, au Parlement français, sur la voiture électrique. Eh bien, ça, c'est concret. C'est la France, j'étais ministre, je peux en témoigner, c'est facile à vérifier, qui a mené la bataille au niveau politique contre l'industrie automobile de l'époque, pour qu'on ait des objectifs très ambitieux. 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 10 ans sur l'automobile. L'industrie automobile disait pas plus de 20% de baisse. On a, nous, prôné la France, 40%. On est arrivé, après négociation européenne, à 37,5%. Donc on peut dire quand même très proche de cette... Et après, ça, un coup de massue, il faut bien le dire, porté aux industriels européens. Il faut le mettre en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, évidemment qu'il faut entraîner les industriels, mais il faut aussi entraîner les consommateurs. Or là, les activistes, moi je rêverais d'avoir des activistes, des influenceurs, des influenceuses qui passent leur temps, qui utilisent leur notoriété, leur capacité à être écoutés et entendus par des gens, à dire aux gens, mais pourquoi qu'ils aillent voir des gens qui ne veulent pas de voiture électrique, qui sont complètement fermés à la voiture électrique, souvent de façon irrationnelle, qui leur disent, mais pourquoi? Et là, ils analysent, et que là, ils leur disent, mais attendez, on va vous montrer en quoi c'est positif pour vous, au-delà même du climat. Et ça, ils ne le font jamais. Pourquoi? Parce que là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins simpliste. C'est pas, il y a les bons, il y a les méchants, il y a les bons citoyens qui se feraient avoir par les méchants politiques à la solde des méchants lobbies. Vous voyez, c'est ce discours-là, très simpliste, et qui est vraiment délétère pour l'action politique que je combats. Nathanaël Wallenhorst. Oui. Oui, je veux bien dire quelque chose. Oui, parce que François de Rugy, je pense comprendre ce que vous dites. C'est de dire, dites-moi si j'ai compris, en tout cas de dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites, en tout cas, et qui sont portées par l'État, sous l'impulsion des responsables politiques, pour pouvoir transformer une composante de nos industries en décarbonant, etc. Ça, c'est et la France est plutôt à la pointe. Et la France, de fait, joue son jeu dans cette décarbonation industrielle. Et un des meilleurs du monde sur les émissions de gaz à effet de serre ramenées à la production. Il faut quand même le rappeler. Entendu. Donc oui, mais c'est pas ce que disent les activistes. D'accord. Mais en tout cas, je souhaite... Ou les associations. Je souhaite commencer par vous dire, en tout cas, que ça, je le comprends, ça, je l'entends. Ça, c'est un fait. Mais le problème est tout autre. Le problème, c'est que si nous restons sur la même trajectoire, et pour l'instant, nous sommes sur la même trajectoire climatique, fondamentalement, d'altération du système Terre, nos sociétés, c'est comme le socle sur lequel sont encastrées nos sociétés. En ce moment, ce socle-là est fragilisé. Et certes, il y a tout un tas de choses qui sont faites, mais qui ne réorientent pas le système Terre, c'est-à-dire qui ne font pas changer la trajectoire du système Terre sur laquelle nous sommes, mais qui est une trajectoire de réchauffement et qui est une trajectoire d'altération des écosystèmes de la biosphère. Et à cet endroit, c'est problématique. Et l'intention, ce qui peut-être ne peut pas être porté par des responsables politiques, c'est comment faire pour réorienter la trajectoire du système Terre de telle sorte qu'elle permette la pérennité des sociétés. L'espèce humaine n'est pas en danger. Un humain à poil, en mode chasseur-cueilleur, il arrivera toujours à survivre déconnecté de toutes les composantes fonctionnelles de nos sociétés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la vie humaine en société. Et à cet endroit-là, ce qu'il s'agit de faire fondamentalement, c'est de transformer le système, le moteur, qui est le système économique dans lequel nous sommes en ce moment. Et ce qu'essaie de faire, mais moi je ne veux surtout pas me positionner comme un avocat que je ne suis pas, des militants, mais il me semble que l'endroit où ils essaient d'intervenir, c'est pour dire, mais essayons de changer ce système-là. Et de fait, je ne suis pas si sûr. Le système économique dans lequel nous sommes, alimenté par une croissance qui est une croissance carbonée, n'est pas possible. C'est comme un pansement sur un cancer.
ça ne marche pas. Oui, mais je reprends parce que justement, moi aussi, je rentre dans votre raisonnement que je trouve très intéressant sur le système, tout ce que vous avez dit sur comment la Terre évolue et pas simplement avec une courbe comme ça de température ou une courbe d'ailleurs d'émissions de gaz à effet de serre. Mais si, je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, si le monde entier, et notamment les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre au monde, la Chine, les États-Unis, mais aussi nos amis canadiens ou australiens, par exemple, c'est-à-dire des pays très développés, avaient la même trajectoire que la France. La même émission de CO2 ramenée à la production que la France, parce qu'ils avaient une électricité décarbonée à 95%, comme la France. Il faut quand même, c'est toutes ces activistes, Camille Etienne, mais on pourrait parler de Sandrine Rousseau, on pourrait parler de Yannick Jadot, enfin tous ceux qui disent l'écologie c'est notre priorité, ils ne sont jamais capable de reconnaître que la France, par exemple, a l'électricité la plus décarbonée tout à fait, au monde. C'est une évidence. Et à la limite, je mets de côté la question du nucléaire, même si c'est grâce au nucléaire en France, mais admettons que tous les pays européens, par exemple, prenons, on essaye de construire, moi je suis pro-européen, on essaye de construire un destin commun à 27, peut-être demain à 28, et ainsi de suite. On a la capacité à dire, si on tire vers le haut, toute l'économie européenne, avec cette décarbonation, en commençant par la production d'électricité, demain, je l'ai redit, le chauffage, les transports avec la voiture, eh bien, on arrive à avoir ces courbes, la croissance économique qui continue et les émissions de CO2 qui baissent. Or, tous ces gens-là, leur postulat de base... Parce que la question, c'est en valeur absolue. Oui, mais en valeur absolue. À cet endroit-là, pour l'instant, la courbe, elle est beaucoup trop Il nous reste... faible. On se répète un petit peu. Comme la France, il nous reste 2 minutes dans cette émission. Comme la France, je voudrais vous entendre. C'est pas pour glorifier la France, c'est comme ça. Est-ce que je peux vous poser une question ? Si l'ensemble des pays du monde avaient les mêmes politiques que la France, la fragilisation des conditions d'existence demeurerait la même. On ne serait pas à 3 ou 4 Voilà, c'est la question de Oui, mais on aurait franchi un ensemble de points de bascule qui ensuite, ça change quand même. Le système Terre, le ballon n'éclaterait pas. Le système Terre deviendrait la principale source d'émissions de CO2, de méthane, etc. Et c'est là qu'est le problème, c'est là qu'est le risque. Nathanaël Wallenhorst, si je dois vous poser une question précise, on est parti de la COP30, s'il y a une mesure ou une trajectoire que vous attendriez de cet événement mondial qui va se tenir pendant 2 semaines, il faudrait que ça soit quoi ? Si on suit votre raisonnement sur le fait que si on continue la trajectoire comme ça, on ne va pas y arriver. Bien sûr, moi je peux dire quelque chose. Entendez bien, je ne suis pas un responsable politique, je ne suis pas député, je n'attends de personne qui vote pour moi. Je suis pleinement engagé dans la vie scientifique. Mais comme citoyen, vous avez nécessairement des attentes. Comme chercheur, s'il y avait une chose à faire, c'est que nous ayons chacun le droit de consommer la même chose. Que tu sois milliardaire, que tu sois smicard, tu consommes un. Et la question, c'est qu'est-ce que ce un que nous définissions ? Et c'est une question d'égalité dans ce genre totale de mesures et la dans la radicalité de ce genre de mesures qui permet d'avoir une efficience biogéophysique sur le système Terre pour pérenniser les sociétés. Bon, je vous laisse avec cette bombe jetée sur le plateau devant nos lecteurs qui vous répondront et notamment qui pourront lire votre livre si jamais ils ont des choses à vous répondre ou s'ils veulent aller plus loin. Merci François de Rugy, merci Nathanaël Wallenhorst pour ce débat, souvent mouvementé, très passionnant en tout cas. Merci de vous être prêté à l'exercice et on se retrouve bien sûr dans 15 jours pour un nouveau numéro de Terre des Hommes. À bientôt.